nous avons intégré un algorithme sur notre plateforme digitale qui permet de calculer les tonnes de CO2 évitées et de leur fournir une attestation sur ces tonnes de CO2 évitées qu'elles pourront intégrer dans leur bilan carbone. Aujourd'hui, l'éducation passe par la transmission de ces valeurs de solidarité, ces valeurs environnementales. Et je dirais que voilà, dans l'équipe Scope 3, nous sommes une douzaine de collaborateurs et tous les collaborateurs sont venus travailler chez Scope 3 pour ces valeurs-là, en fait. Bonjour, je suis Oumi Ahmed Mikidash. Vous écoutez le podcast Your Voice sur Radio ERA Environnement. Ce podcast est consacré aujourd'hui à l'économie circulaire au marché du mobilier reconditionné en France. À la veille d'un sommet à Bordeaux consacré aux engagements des femmes dans la transition écologique et aussi à la veille de la Journée internationale de la femme, je me suis entretenue avec Sophie Scantamburlo-Contreras, cofondatrice de Scope 3, une société créée en 2021 spécialisée dans l'aménagement des entreprises en mobilier reconditionné. L'objectif de cette société est de préserver l'environnement en facilitant le réemploi, l'accès à la seconde vie de mobilier pour des professionnels, des collectivités territoriales et des associations. Implanté à Montpellier, Scope 3 propose ses services dans toute la France à travers une plateforme digitale. L'entreprise collabore également avec des universités pour sensibiliser les étudiants aux métiers liés à l'économie circulaire. D'après les chiffres de l'Agence de la transition écologique ADEME, 3,29 millions de tonnes d'éléments d'ameublement ont été mises sur le marché en 2021, soit 547 millions d'unités. Vous écoutez Your Voice avec Sophie Scantamburlo-Contreras. Bonjour et bienvenue sur Radio ERA Environnement. Je suis Oumi Ahmed Mikidash. Vous écoutez Your Voice. À la veille de la Journée internationale de la femme, je reçois aujourd'hui Sophie Scantamburlo-Contreras de la Scope 3, société spécialisée dans l'aménagement des entreprises en mobilier reconditionné. Bonjour Sophie Scantamburlo-Contreras. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci. Alors, vous participerez pendant 2 jours du 7 au 8 mars au World Impact Summit, un sommet qui mettra en lumière l'engagement des femmes dans la transition écologique. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? C'est très important d'être impliqué voilà, dans ce type de mouvement qui permet voilà, de positionner l'impact dans l'activité économique des entreprises et notamment très important aussi en tant que femme de porter haut et fort ces valeurs d'engagement pour la protection de l'environnement et puis toutes les valeurs et la philosophie autour de cette idée-là. Comment est née cette entreprise Scope 3 ? C'est une entreprise féminine ? Alors, c'est une entreprise mixte puisque c'est une idée qui est venue de 2 amis, donc Frédéric, mon associé, et moi-même, suite en fait à des expériences professionnelles passées où on s'était rendu compte que en tant que professionnel, on était amené parfois à se séparer de mobilier parce qu'on réduit des espaces dans les bureaux ou à l'inverse, devoir acheter du mobilier. Et on s'était posé la question finalement de comment faire, que faire de ce mobilier qui ne sert plus à cette entreprise et surtout pourquoi on devrait toujours avoir cette solution de le béner. Et à l'inverse, moi j'avais cette volonté aussi de pouvoir intégrer des valeurs sur le marché de l'occasion, puisque en tant que particulier, dans ma sphère privée, moi j'étais déjà assez adepte de plateformes de seconde vie sur du matériel électronique, de téléphonie, les vêtements ou du mobilier. Et clairement, je me disais, pourquoi ne pas faire la même chose dans nos activités professionnelles ? Voilà, donc on a un petit peu partagé nos expériences. On s'est rendu compte qu'on était très complémentaires sur les différentes compétences qui sont nécessaires pour créer une société. Et on s'est dit voilà, qu'il manquait une solution pour aider les entreprises, parce qu'on n'était pas seul à avoir ces questions-là. Et on a décidé de monter Scope 3, une solution digitale qui permet simplement de faciliter l'accès au mobilier reconditionné pour les professionnels. Et pourquoi avoir choisi ce nom, Scope 3 ? Scope 3, c'est en rapport en fait aux différents scopes relatifs aux émissions de gaz à effet de serre.
Vous avez donc trois scopes qui expliquent les émissions d'une entreprise. Le scope 1 et 2 qui sont les émissions directes et indirectes qui sont générées par l'activité elle-même de l'entreprise dans la production d'un produit ou dans la réalisation du service qu'elle propose. Et puis le scope 3 représente en fait tous les frais généraux de l'entreprise et notamment les aménagements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le scope 3, selon l'ADEME, représente plus de 75% des émissions de CO2 d'une entreprise, ce qui n'est pas rien de vraiment, c'est pas négligeable pour une entreprise. Et vous proposez donc vos services auprès des entreprises, mais vous avez aussi comme cible les collectivités territoriales. Comment abordez-vous les collectivités territoriales et les entreprises? Est-ce que vous avez une approche différente? Alors nous, on aborde effectivement tous les professionnels, c'est-à-dire entreprises, collectivités et associations. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre cœur de métier repose effectivement sur des questions environnementales, donc accompagner les entreprises et les collectivités à se décarboner en achetant du mobilier reconditionné, et puis aussi sur des valeurs solidaires, puisque on souhaite aussi que les associations puissent acquérir sous forme de dons du mobilier. Donc aujourd'hui, effectivement, on s'adresse à ces trois typologies d'organisations professionnelles et je dirais que les collectivités aujourd'hui nous abordent plus en matière de réglementation, notamment à travers la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui leur demande d'intégrer à minima 20% de mobilier reconditionné dans leur appel d'offres. Donc, c'est au travers de cette réglementation qu'elle nous aborde pour les accompagner. Et quand vous abordez justement ces collectivités territoriales, vous tenez compte justement des chiffres de l'ADEME. Comment vous sensibilisez ces collectivités territoriales? En fait, on les sensibilise de la même manière que les entreprises, hein. Il faut savoir que on est tous ni plus ni moins que les particuliers qui avons déjà adopté la seconde main dans notre sphère privée. On explique tout simplement que nous sommes capables de proposer des environnements de travail qui correspondent à leurs choix, à leurs besoins, qu'on est capable de faire de la quantité, puisque souvent les freins qui retiennent un petit peu les entreprises et les collectivités à se lancer dans la seconde main, c'est de se dire que peut-être ils vont se retrouver avec un patchwork de mobilier différent, alors que pas du tout. Nous, on a cette compétence de pouvoir leur proposer des environnements qui soient totalement homogènes et qui répondent à leurs besoins. Et puis après, on leur explique aussi qu'en termes voilà, d'économie, n'oublions pas qu'il y a quelques semaines de ça, c'est Bruno Le Maire qui demandait à toutes les collectivités et les entreprises publiques effectivement de travailler sur voilà, des économies. Il faut réaliser des économies. Donc nous, on est capable de proposer des environnements de travail qui soient entre 20 et jusqu'à 50% moins chers que du neuf et surtout dans des délais assez rapides puisque on est capable d'aménager l'entreprise sous 4 semaines. La loi AGEC, pour vous, c'est une réussite? La loi AGEC, c'est une réussite puisque c'est déjà un premier pas dans la prise de conscience qu'effectivement, nous ne pouvons plus continuer à travailler et fonctionner comme nous l'avons fait ces 50 dernières années. Il faut prendre conscience effectivement que cette course à la consommation et à la production toujours de mobilier et d'équipements neufs ne peut plus continuer. Maintenant, elle nécessite effectivement une mise en œuvre qui soit un peu plus formalisée et simplifiée, notamment pour les collectivités. On note effectivement que les collectivités souhaitent appliquer cette loi AGEC, notamment dans les appels d'offres, mais que c'est encore très flou et donc ça reste encore compliqué pour elles. Donc on essaie de les accompagner pour rendre cette mise en application beaucoup plus simple. Revenons au sommet, ce sommet de 2 jours qui met en avant les femmes. Vous pensez que les femmes sont plus engagées que les hommes dans la transition écologique? Je pense que effectivement, alors il y a une sensibilité de la part des femmes euh, qui, euh, qui ont effectivement cette valeur sur la transition écologique, sur, je pense peut-être l'aspect de voir nos enfants grandir et de se dire qu'est-ce qu'on va leur laisser dans les prochaines années, les prochaines décennies.
Mais, c'est une réflexion qui est aussi enfin, je dirais qui n'est pas totalement féminine, puisque mon associé, Et d'un c'était homme. lui aussi, est un homme, et lui aussi, c'était vraiment la réflexion qu'il avait avec moi il y a 3 ans quand on a créé Scope 3, c'était de se dire, moi aussi, j'ai deux petits garçons, et qu'est-ce que je vais leur laisser? Donc, il y a quand même une prise de conscience aussi masculine. Je ne veux pas tomber dans ce travers de vouloir à chaque fois opposer l'homme et la femme, mais effectivement, il y a peut-être une sensibilité un peu plus, euh, un peu plus naturelle de la part des femmes sur cet aspect-là, oui, tout à fait. Quel est le rôle de l'éducation au niveau de la sensibilisation sur le recyclage? Le rôle, c'est de montrer que finalement, faire du réemploi, du recyclage, se lancer dans le reconditionné, ce sont des choses effectivement qui ne sont pas simples, mais qui ont cet aspect vertueux. Et effectivement, c'est de prouver que, on est capable finalement de le simplifier, de le faciliter. L'éducation, c'est voilà, de montrer qu'on est capable de faire des choses très belles, moins coûteuses et surtout qui ont beaucoup plus de valeur. Aujourd'hui, l'éducation passe par la transmission de ces valeurs de solidarité, ces valeurs environnementales. Et je dirais que voilà, dans l'équipe Scope 3, nous sommes une douzaine de collaborateurs. Et tous les collaborateurs sont venus travailler chez Scope 3 pour ces valeurs-là, en fait. C'est aujourd'hui, même, voilà, même les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail sont en quête de valeurs au-delà de trouver un poste avec un travail qui leur correspond. Elles ont besoin aussi de travailler pour des entreprises qui sont engagées. Des entreprises engagées, des valeurs, vous parlez de dons quand vous ciblez les associations. Comment vous abordez ces associations? Vous avez une liste d'associations que vous ciblez ou il y a un appel à candidature? Alors nous, en fait, au départ, quand nous avons créé Scope 3, nous avons rédigé tout de suite dans nos statuts une raison d'être, puisque nous sommes une société à mission. Et cette raison d'être, c'était à la fois de donner une visibilité totale aux associations et puis d'accompagner les entreprises dans la décarbonation. Pour la partie visibilité totale des associations, nous avons décidé en fait de créer un poste au sein de Scope 3, donc une personne qui est chargée du réemploi solidaire. Et cette personne, Fabien, c'est une personne en fait qui est issue du monde de l'association et qui a passé ces 25 dernières années à œuvrer au sein d'associations, de milieux associatifs, de missions locales. Donc, c'est des projets, c'est des actions qui lui sont totalement naturelles et pour lesquelles on avait besoin justement d'avoir cette compétence parce qu'on n'aborde pas le milieu associatif comme on aborde le milieu des entreprises. Et Fabien est là notamment voilà, pour rencontrer un maximum d'associations, pour participer à un maximum de rencontres. Et effectivement, ça se fait de manière voilà, très naturelle. Il suffit voilà, d'expliquer ce que l'on fait. Et les associations sont effectivement partantes pour avancer avec nous dans cet engagement. Quelle est votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est le fait d'avoir passé, on va dire, la première partie de ma carrière professionnelle à vouloir prouver aux autres que j'étais compétente, que je savais faire. Et puis, en passant la quarantaine, quand voilà, vous avez fini de prouver aux autres que vous savez faire, vous avez besoin de vous prouver personnellement que vos journées vont profiter, vont avoir un sens de l'impact. Et donc, c'est ça qui me motive vraiment, c'est que chaque jour soit une journée différente avec des réussites différentes qui sont plus ou moins grandes, mais de pouvoir voilà, contribuer à la réalisation. Voilà, je rencontrais hier, par exemple, l'association Médecins du Monde qui venait récupérer du mobilier que nous avons fléché de la part d'une entreprise en don pour les aider à aménager le siège social qu'ils sont en train de mettre en place sur Montpellier. Et voilà, en fait, voilà, c'était vraiment la réalisation concrète
de ce que l'on fait au jour le jour. C'est de voir voilà, une association qui peut bénéficier de dons et pour pouvoir voilà, aménager ses propres bureaux et surtout conserver son budget pour poursuivre ses actions auprès de ses bénéficiaires. C'est important pour nous que le budget soit vraiment fléché pour leurs actions et que nous, on puisse justement les accompagner sur, voilà, sur des petites choses comme des aménagements. Et puis à côté, voir d'autres grandes entreprises qui nous consultent et qui ont cette vraie volonté voilà, de faire les choses bien, en fait. Vous êtes basé où exactement? Alors, nous sommes basés à Montpellier. Nous avons aussi un représentant sur l'Île-de-France. Mais voilà, comment dire, la technologie, le digital nous permet d'œuvrer partout en France. Nous avons créé un maillage partout en France de partenaires qui nous permet d'œuvrer naturellement et localement auprès de toutes les organisations. Et donc, le fait de travailler avec la métropole de Montpellier, c'est lié aussi à votre implantation, n'est-ce pas? Ou c'est un choix stratégique? Alors, c'est lié effectivement à notre implantation, mais c'est aussi parce que ce soit la métropole de Montpellier ou comme la région Occitanie, il y a cet engouement et cette véritable volonté aussi de s'engager dans ces questions de transition écologique et de bousculer, modifier leurs méthodes et organisations qu'elles avaient jusqu'à présent. Quand on parle de transition écologique, il y a aussi cette notion d'emploi. Vous, dans le cadre de ce que vous faites, il y a du réemploi. Avant de parler justement du réemploi, du reconditionnement, comment vous abordez la jeunesse dans le cadre de l'emploi, de l'intégration vers justement ces métiers verts, du Mhm. reconditionnement, notamment pour le mobilier dans votre cas. Mais comme vous dites que vous êtes à Montpellier, et Montpellier, c'est une ville assez stratégique dans le cadre de la recherche, j'aimerais connaître Mhm. votre relation avec la jeunesse, comment vous abordez cette jeunesse dans le cadre de l'emploi Alors, effectivement, Montpellier est une ville riche au niveau de la recherche, mais aussi des universités. Et aussi. nous sommes très impliqués dans les différentes écoles qui, effectivement, nous demandent d'intervenir pour démontrer, effectivement, que les métiers du réemploi, voilà, tout ce qui a trait à la transition écologique sont des métiers d'avenir. Et on essaie, voilà, de participer et de contribuer à ça. On est notamment très fière voilà, de participer, par exemple, à la mise en place du master à l'Université Sciences économiques de Montpellier, qui a mis en place un master lié justement à l'économie circulaire et à la transition écologique. Et donc, voilà, on est très sensible à tous ces dispositifs et on va dire, ces nouveaux diplômes qui sont mis en place et on essaie voilà, d'aller sensibiliser ces futurs voilà, ces étudiants et ces futurs travailleurs qui se retrouveront sur le marché de l'emploi pour leur dire que nous sommes voilà, les entreprises qui créons ces futurs métiers. Est-ce que vous avez un retour d'étudiant qui vous a écouté et qui se dit, ben, moi j'aimerais bien créer aussi une structure comme la vôtre. Est-ce que ça, c'est un frein pour vous ou finalement une joie de voir que on peut le faire aussi à titre individuel? Est-ce que la concurrence fait peur? Non, la concurrence ne nous fait pas du tout peur. J'ai envie de vous dire qu'il y a un tel travail à faire que plus on est et plus on pourra œuvrer ensemble. Je ne parlerai pas de concurrents, je parlerai de partenaires. On essaie aujourd'hui voilà, d'œuvrer en tant que partenaire pour nous allier ensemble. Le but étant vraiment d'aider à mettre des process qui facilitent et simplifient l'accès au réemploi et à la seconde main pour les professionnels. Et ça, c'est très important. Et effectivement, on essaie aussi d'accompagner ces étudiants au travers de leurs projets et de leur dire que, on pourra aussi devenir partenaire, participer avec eux à leurs projets. Et ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, voilà, on n'aborde pas notre activité comme une activité avec un marché où différentes entreprises sont concurrentes entre elles. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon l'ADEME, sur 20 millions d'unités d'équipement, donc de mobilier, qui ont été jetées par les entreprises en 2020,
seuls 0,4% ont été réemployés. Donc, vous imaginez que plus de 99% du mobilier qui est jeté chaque année, finalement, termine en incinération et ne trouve pas d'autre voie, alors que pour nous, pour avoir assisté justement à, à avoir accompagné les entreprises qui se séparaient de mobilier, on se rend compte que ce mobilier est, on va dire, aller à 70% en très très bon état. Donc, il faut vraiment qu'on œuvre ensemble pour justement permettre de rallonger la durée de vie de ce mobilier. Et comment favoriser le réemploi? Comment? Quelle est votre stratégie par rapport à ça? Comment favoriser le réemploi et réduire l'empreinte carbone? Favoriser le réemploi, c'est d'abord faire connaître notre solution, expliquer aux entreprises que jusqu'à présent, ce qui semblait être le plus simple, c'est-à-dire commander une benne et puis jeter son mobilier, ça représente un coût et surtout un coût désastreux pour l'environnement. On leur explique aujourd'hui qu'elles ont la capacité d'en tirer une source financière en revendant le mobilier, mais aussi une source solidaire en faisant des dons auprès des associations. Et puis, à l'inverse, ce mobilier qu'on est en capacité de récupérer, nous, aujourd'hui, on travaille avec des partenaires qui ont cette compétence pour le reconditionner. Et donc, nous, on œuvre justement à communiquer sur le fait que le reconditionné, c'est du mobilier qui est de très bonne qualité, en parfait état. Et surtout, on est capable voilà, de créer des environnements de travail qui seront, comment dire, à l'image de ce que l'entreprise souhaite. Et puis surtout, voilà, en faisant des économies à la fois financières, mais aussi environnementales. Quels sont les défis, selon vous, des entreprises? Parce que vous, c'est une petite entreprise, mais les très petites entreprises comme la vôtre et les grandes entreprises n'ont pas les mêmes défis. Comment Mhm. aborder ces défis et trouver des solutions? C'est vrai que les défis sont différents selon la taille de l'entreprise. Souvent, les petites entreprises auront effectivement une approche beaucoup plus économique hein, en achetant du mobilier reconditionné. C'est moins cher et c'est ce qu'elles recherchent. Pour les grandes entreprises, le défi il se situe surtout au niveau de la réglementation qui s'est durcie pour le bilan carbone. Depuis le 1er janvier 2023, le scope 3 des émissions de gaz à effet de serre a été inclus dans le bilan carbone, ce qui fait que effectivement les grandes entreprises ont ce défi d'aller chercher des solutions pour se décarboner très rapidement. Et donc voilà, nous leur expliquons que nous avons cette capacité de les accompagner et surtout parce que nous avons intégré un algorithme sur notre plateforme digitale qui permet de calculer les tonnes de CO2 évitées et de leur fournir une attestation sur ces tonnes de CO2 évitées qu'elles pourront intégrer dans leur bilan carbone. Et donc, c'est là où nous pouvons répondre justement à leurs problématiques et le défi qui se pose à elles. Donc, la réponse est plutôt donc une réponse innovante. Comment aujourd'hui ces grandes entreprises qui existent depuis très longtemps intègrent l'innovation? Alors, elles intègrent l'innovation parce qu'aujourd'hui, elles ont même créé des postes autour de l'innovation. On se rend compte très souvent quand on va à la rencontre de ces grandes entreprises que la première personne avec qui on va parler, c'est la responsable ou le responsable de l'innovation. C'est la responsable ou le responsable RSE également. Et donc, aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui sont chargées finalement de proposer des solutions à l'entreprise. Et c'est avec elle qu'on discute. Donc, vous parlez d'expert à expert. Aujourd'hui, on revient à ces jeunes. Donc, c'est une approche qui met en avant une certaine notion, une certaine expertise, des données techniques qui sont propres justement à votre domaine d'expertise. Comment faire en sorte de vulgariser ces éléments à des personnes novices qui, elles, veulent intégrer les solutions digitales que vous proposez? Alors, c'est effectivement ce qu'on essaie de faire depuis ces 3 dernières années, c'est vraiment de simplifier l'accès. Je vous avoue que ce soit mon associé Frédéric ou moi-même, nous n'étions pas du tout issus de l'économie circulaire ni de l'aménagement de mobilier auparavant. C'est quelque chose de très nouveau pour nous. Et effectivement, quand on s'est penché dessus, au départ, c'était quelque chose de très flou.
Et on a justement voulu, au travers de notre communication, et c'est pour ça qu'on communique énormément au travers de différents réseaux sociaux, c'est justement de prouver par de la vulgarisation finalement que voilà, l'économie circulaire, c'est quelque chose de simple euh, et voilà, d'employer des mots assez simples et surtout des fois de schématiser ou alors de prouver par des réalisations voilà, ce que ça représente en fait. Il faut simplement voilà, aller à la simplification pour éviter que finalement ces grands mots puissent effrayer ces nouvelles générations. Économie circulaire, algorithme, comment faire en sorte que, à travers les réseaux sociaux où tout est rapide, très court, vous mettez en avant cet algorithme et vous l'expliquez. Exactement, on l'explique, c'est toujours très imagé. Et puis surtout, voilà, c'est des choses qui sont très faciles à obtenir. Euh, c'est ce qu'on a voulu, hein. Le digital, c'est vraiment une technologie aujourd'hui qui permet d'être accessible à tous, partout en France, tout le temps. Et c'était justement notre volonté, c'était que ce soit accessible à tous et de manière très simple. Et c'est pour ça que la plateforme, on l'a voulu de manière très intuitive, très imagée, très colorée aussi. Il faut que ce soit, j'ai envie de vous dire, il faut que ce soit fun quand vous y allez. Ça doit vous apporter le sourire, en fait. Et vraiment, c'est ce qu'on a voulu transmettre. Et pour terminer, quels sont, selon vous, les piliers d'une stratégie ambitieuse de décarbonation dans le cadre du reconditionnement et dans le cadre de Scope 3? Alors nous, nos piliers stratégiques, effectivement, reposent aujourd'hui sur accompagner le marché du réemploi, notamment essayer de professionnaliser et d'industrialiser ce réemploi, éviter que des bennes entières de mobilier partent finalement dans des usines à incinération. Et donc, le but aujourd'hui, c'est nous essayons de développer un maximum de partenaires, et notamment dans la réinsertion professionnelle, qui pourrait nous permettre de maximiser le reconditionnement du mobilier, donc d'augmenter en fait ce sourcing en mobilier pour avoir une offre qui soit de plus en plus grande et complète en fait. Voilà. La stratégie aujourd'hui, c'est vraiment d'industrialiser ce réemploi en France. Je vois. J'ai une dernière question par rapport à ce sommet World Impact Summit. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Ce qu'on attend de ce sommet, finalement, c'est de pouvoir encore communiquer au travers de tous les enjeux qui sont d'actualité encore aujourd'hui, de pouvoir continuer de sensibiliser un maximum de personnes et de faire passer voilà, ces notions de réelle aventure et surtout d'importance qu'il y a de continuer à s'engager et finalement à transformer notre organisation et notre mode de fonctionnement, voilà, de le rendre aujourd'hui beaucoup plus vertueux et notamment pour les générations futures. Continuer à s'engager. C'est sur ces mots, ces derniers mots que nous allons nous quitter. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté cette invitation, Sophie Merci à Contreras. vous. Sophie Scantamburlo-Contreras, merci encore une fois. Très bonne journée. Merci à vous. On espère vous voir à Montpellier. Très bien, merci beaucoup. Merci à Bonne vous. Au journée. revoir. Au revoir. Et bonne Au journée de la revoir. femme. Bonne journée Merci à... internationale de la femme. Ah voilà, vous aussi, merci. Merci. C'était Your Voice avec Sophie Scantamburlo Contreras. Je suis Oumi Ahmed Mikidash.